Écoutez, bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus à ma petite conférence que j'ai appelée Introduction au mystère Pérou, opus 2. Il y a eu un opus 1. On est dans le opus 2. Donc aujourd'hui, je vous invite à découvrir les mystères de la région désertique la plus étrange au monde. Et je pèse mes mots. Ici, comme nous allons le voir, le rationnel côtoie l'irrationnel. Et nos certitudes matérialistes se brouillent au contact d'une cosmogonie, récit mythologique, fantastique et fantasque. Le surnaturel vient brouiller le récit réaliste. Nous hésitons entre le surnaturel et le naturel, le possible ou l'impossible, et parfois entre le logique et l'illogique. Nous nous retrouverons à la frontière de l'étrange et du merveilleux, ce qui nous entraînera dans de nombreuses controverses. Dans la conférence précédente, nous avons évoqué les mystères des sites de la vallée sacrée entre Cusco et Machu Picchu, ici en haut. Aujourd'hui, je vous transfère, ou j'amène mon regard sur la côte du Pacifique, au département de Ica. Nous sommes en présence d'une région désertique à l'extrême nord du désert le plus sec du monde, le désert d'Atacama. Ici, une culture qu'on a appelée Paracas est apparue il y a environ 3000 ans. Dans les années 1920, la découverte de tombes avec des centaines de momies au crâne allongé, en parfait état de conservation, a été une découverte exceptionnelle qui a révélé au monde un tas d'énigmes non encore élucidées. Donc Paracas, l'isthme de Paracas est ici, je vous l'ai agrandi là. Ici, c'est l'endroit où on a trouvé les crânes, des momies à crâne allongé. Alors, qui étaient ces personnes au crâne allongé et trépanées? D'où venaient-elles? Pourquoi ont-elles disparu? On va essayer d'y répondre. Paracas Nazca, je vous ai fait une diapo un peu surchargée, mais c'est que le site, la région, est vraiment surchargée d'énigmes. C'est certainement une des régions les plus mystérieuses du monde. Que de secrets, que de controverses sur les sujets suivants. Les crânes allongés de Paracas et les crânes allongés dans le monde entier. Mais c'est à Paracas que l'on a trouvé le plus grand nombre de crânes, par centaines, avec des allongements et des formes les plus surprenantes au monde. Dans ces tombes où il y avait les squelettes de ces personnes au crâne allongé, ils étaient enterrés, ensevelis, enveloppés dans plusieurs couches de mantos, des tissus de Paracas. Ces mantos, on verra après, ils sont extraordinaires. Ce sont certainement les plus beaux tissages d'Amérique. Ils font parfois 20 à 30 mètres de long. Attention, 30 mètres de long d'un seul morceau, sans raccord. Les pierres de Ica. Ica est ici. Les pierres de Ica, c'est une bibliothèque lithique d'un monde totalement inconnu et incompréhensible à notre regard. C'est le professeur Javier Cabrera qui en a révélé l'existence à compter de 1961 dans le désert de Cucaje, ici, à 40 km au sud d'Ica, par là. Les dessins et les lignes de Nazca, c'est ici, là. Nazca, Palpa et ailleurs. Dans la région, depuis quelques années, on a encore découvert des centaines qu'on ne connaissait pas, et il y en a autant à découvrir. Les momies de Nazca, la théorie de Thierry Jamin avec Alien Theory, les tests ADN ont démontré qu'elles ne sont pas humaines. L'enquête suit son cours. Les organismes officiels font tout pour essayer de montrer que c'est faux, mais c'est vrai. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses pour ce petit désert.
Alors, j'ai mis une petite photo ici, désert. Il y a dans ce désert, à côté de Ica, un oasis qu'on appelle Huacachina. C'est là où vont tous les touristes. Évidemment, nous, on y a été aussi. C'est un endroit merveilleux. Je ne sais pas d'où sort cette eau douce, si c'est par un effet de vase communicant avec les Andes. Toujours est-il qu'on y a passé une soirée et c'est là d'où partent les gens avec des espèces de 4x4 énormes faire des balades dans le désert. Alors là, j'ai parlé d'ICA. Je ne pourrais pas aujourd'hui vous en parler beaucoup. Le sujet à lui seul vaut plusieurs conférences. Mais bon, pour vous montrer que c'est un sujet que je peux aborder, cette photo que vous voyez, je l'ai prise dans le bureau de Javier Cabrera. Maintenant, ce monsieur est décédé, c'est son fils qui tient la boutique, si on peut dire. Je vous ai mis une photo de Javier Cabrera. Il tient dans sa main une pierre. C'est la pierre qui lui fut offerte par un de ses patients et qui déclencha tout. Cette pierre, lui qui était médecin, il l'a regardée et il a vu un poisson. Mais il a vu un poisson fossile. Par exemple, le coélacanthe, un poisson de millions d'années. C'est à partir de là qu'il a commencé son enquête, qui l'a amené à être l'initiateur de ce grand débat qui fait encore beaucoup de discussions dans le monde sur la vérité ou pas des pierres d'Ica. Donc ça, je vous propose éventuellement de faire une conférence une autre fois. Aujourd'hui, je vais vous proposer beaucoup de conférences, vous allez voir. Alors, je reviens à mes moutons là. Le désert et l'isthme de Paracas. Le désert de Paracas, à l'endroit de Ica, il fait à peu près 60 km entre le front de mer et le début des Andes. Il n'y a pas beaucoup de routes dans un désert. Il y a la panaméricaine que vous voyez ici, qui est cette route qui suit toute la côte du Pacifique, du nord au sud du continent américain. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Ce qui fait que si on veut se balader dans cette partie du Pérou, il faut prendre les engins que vous voyez à côté, là, cette espèce de buggy du désert, là, que nous avons pris, mais on est même tombé en panne 2 fois d'ailleurs. Et avec ça, on parcourt le désert, et moi, honnêtement, ça m'a fait penser à ceux qui ont vu le film Mad Max, c'est un peu la même chose. Mais on voit des paysages vraiment extraordinaires, surtout quand on arrive ici, quand on rentre dans l'isthme de Paracas. Il y a une arrêt obligatoire, et c'est là où je mets la flèche. J'ai fait la photo. C'est un paysage extraordinaire hein, par son caractère sauvage et par ses couleurs inhabituelles. On a des plages rouges, là on ne voit pas bien, mais le sable il est rouge. La presqu'île de Paracas fut aux mains d'un peuple qui connut son âge d'or bien avant les Incas, de 600 à 400 avant Jésus-Christ. La presqu'île de Paracas abrite depuis 1975 une réserve nationale d'une faune, d'une richesse inouïe. On ne va pas trop en parler, mais je le cite quand même. On y voit de tout. Des pélicans, des urubus à tête rouge, des sternincas, des manchots, des fous-variés, des otaries, et j'en passe. Tout ça est dû au courant de Humboldt, qui vient d'Arctique, et qui amène du plancton, qui fait qu'il y a beaucoup de poissons, et donc la présence de cette faune pléthorique. Tous ces oiseaux génèrent le guano, qui est une recherche du Pérou. Il y a des îles qui sont couvertes de guano dans le coin. Là. Ici, vous avez une photo que j'ai prise dans notre balade dans le désert. Le désert de Paracas était un fond marin, il y a des millions d'années. On trouve des baleines, on trouve des requins, mais des requins de l'époque énormes, et une myriade de petits coquillages qui n'existent plus de nos jours. J'avais envie de ramasser la pierre, mais je n'ai pas osé. C'est interdit, évidemment. Alors, les tombes de Paracas. Voilà l'isthme de Paracas. Je l'ai agrandi ici. Il y a beaucoup d'endroits où on a trouvé des tombes. Il y en a 3 essentiellement. La nécropole de Huaricayan, qui est ici, la crête de Cerro Colorado, qui est ici, et la réserve de Paracas, où d'ailleurs il y a actuellement un musée, et puis ici, Cabeza Larga. Alors, puisqu'on parle des tombes de Paracas, on va regarder ce que nous dit la version officielle, scientifique et historique de Paracas. On nous dit que la civilisation de Paracas est une ancienne civilisation précolombienne, bien sûr, située sur la presqu'île de Paracas, au Pérou. Elle aurait existé, selon les suppositions, entre 800 avant Jésus-Christ
et 200 après Jésus-Christ, et aurait connu son apogée entre 600 avant Jésus-Christ et 400 avant Jésus-Christ. Cette civilisation pratiquait le tissage, laine et coton, ainsi que la poterie. Elle pratiquait également une déformation crânienne par allongement dans un but esthétique, ainsi que la trépanation rituelle, parfois répétée. Ça, c'est ce que dit la science officielle. Je fais deux remarques. On nous dit qu'il pratiquait la déformation crânienne par allongement. D'accord. Que faut-il comprendre? Que tous les crânes allongés ne seraient donc que le résultat d'une modification intentionnelle de la forme du crâne par l'application d'une pression extérieure. Donc, on aborde officiellement ce problème uniquement par bandage de la tête. C'est donc l'explication. Circuler, il n'y a rien d'autre à voir. Eh bien non. Moi, je pense que la recherche officielle ignore, ou en tout cas cache au public, l'existence d'une race très différente de la race humaine. Je prends un exemple. À Malte, on n'est plus au Pérou, on est dans la Méditerranée, à Malte, on a trouvé 7000 crânes, je n'ai pas dit 7, 7000 crânes d'oligocéphales, c'est ainsi qu'on les appelle, dans l'hypogée, qui est un temple souterrain où on plaçait les morts. Ces 7000 crânes ont été soustraits à la vue du public à la demande du pouvoir religieux local. On ne nous dit pas pourquoi, et surtout, on ne nous dit pas qu'une partie des crânes allongés sont d'origine génétique. Pourquoi? On a même trouvé des crânes allongés in utero, c'est-à-dire qu'on a trouvé des foetus morts dans le ventre de leur mère qui avaient le crâne allongé. Dont la parole officielle des auteurs scientifiques est pour moi inaudible, et il faut chercher d'autres sources. Ces sources, on va les trouver chez Brian Foster, chez Hancock, chez le regretté Lloyd Pye, sans oublier Michael Cremo, qui eux font leurs propres recherches inlassablement et écrivent une autre histoire. Je vous ai parlé de Malte. Voilà un journal qui en parlait il y a longtemps. On voit des crânes allongés. Ça, c'est l'hypogée. Il y a 3-4 niveaux. Alors là, je ne vais pas cliquer dessus, mais quand vous allez regarder la vidéo après qu'elle sera enregistrée, en cliquant sur mon lien, ça va vous envoyer sur mon site où j'ai fait une étude là-dessus. Il y a 20 pages où je parle que de ça. Je ne vais pas y aller maintenant, mais vous aurez le lien. Alors, Malte, c'est pareil. J'ai fait un article dans Génération Cité d'Or, mais je n'ai pas pu expliquer en 10 pages les 500 pages que j'ai mis sur mon site. Alors, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas évoquées dans l'article. Pour moi, Malte, ce fut un choc. Je suis allé à Malte en 2018. Quand j'ai vu son mégalithisme multimillénaire, ces carroutes sont des ornières fossilisées qui plongent des falaises, qui vont dans la mer, qui s'abîment dans la mer. J'ai vu des techniques de construction antisismiques dont personne ne parle, c'est moi qui les ai découvert. J'ai étudié, il y a des alignements des temples avec les constellations, indépendamment des solstices. Pour moi, ça a été un éveil brutal de ma conscience à des vérités cachées. Et j'ai compris que seule l'intuition assumée peut les dévoiler. Je reviens à mes crânes allongés. La culture de Paracas, on a dit, elle apparaît entre 900 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ. Après la fin de la culture de Chabin, et c'est en 1925-1930 que l'archéologue Julio Cetelo, le père de l'archéologie du Pérou, y découvrit divers sites funéraires contenant des momies très bien conservées grâce à la sécheresse du climat désertique. Tello distingua deux phases selon les sépultures et selon la céramique qu'elles contenaient. Il les appela Paracas Cavernas, c'est ça là, et Paracas Nécropole. La période qu'il appela Paracas Cavernas, les sépultures sont en forme de coupe inversée. Les morts étaient enveloppés dans des tissus et les crânes, presque tous, présentaient des déformations et des trépanations.
On verra après dans leur mythologie, ils ont d'abord vénéré un être à aspect animal, qui ensuite est devenu un être impressionnant, montrant son couteau et une tête de trophée coupée. La période qu'il appelait nécropole. On a des chambres, c'est plus complexe, on a des chambres rectangulaires avec des couloirs, c'est divisé en plusieurs compartiments. On pourrait simuler une ville des morts. D'ailleurs, on se demande si ce n'est pas une vraie ville qui a été transformée en endroit pour enterrer les morts. Dans ces sépultures de Paracas nécropole, on n'a trouvé aucune femme. On n'a trouvé que des hommes. Des hommes qui étaient, pense-t-on, des prêtres dominants exerçant l'art de l'astronomie, de l'agriculture et de la guerre. De la guerre parce qu'ils avaient tous des armes. Ce qui distingue un petit peu les deux phases de cette civilisation, c'est que dans la Paracas Cavernas, les céramiques sont polychromes, mais peintes après cuisson, tandis que dans la Paracas Nécropole, les céramiques sont d'une seule couleur, mais émaillées avant cuisson. Bon, rapidement, là, vous voyez des photos des fouilles en 1920. La photo en bas à gauche, c'est le cimetière de Huari Cayán en 1927. Au-dessus, vous avez un fardeau type Cavernas. Vous voyez qu'il y a plusieurs couches autour du mort. Là. La photo à droite en bas, c'est Tello, en train de nettoyer superficiellement un fardeau récemment déterré. Et en haut, c'est des fardeaux dans les types nécropole. Là, rapidement, c'est au musée de Lima, là, ils avaient, on voit un fardeau Paracas. Je vous l'ai mis juste pour vous montrer la tête du gars, là. Bon, on voit bien que c'est un crâne allongé, là. C'est pas normal. Alors, les déformations crâniennes à Paracas, il y a divers types. La déformation crânienne était réalisée, bien sûr, pendant les premières années de la vie de l'individu, lorsque les os crâniens sont encore mous et suivent le processus de consolidation. On a identifié au moins deux techniques. Les têtes allongées ici et les crânes plutôt arrondis. Les procédés. Ben, la mise en place de l'enfant dans un berceau, on verra après, qui maintenait la tête rigide, ou l'entourage du crâne avec des cordes, des ceintures, des tissus, des plaquettes. On a trouvé des bobines de coton, élément caractéristique du procédé de déformation de Paracas, attachés avec des bandes à des crânes d'enfants. Ce qui veut dire que les enfants sont peut-être morts à cause de la déformation crânienne en cours. En changeant la place des bandes, des plaques de compression, évidemment, on a pu avoir différents types de déformations et donc différents types de formes de crâne. Voilà un premier type de déformation de crâne. Voilà le berceau dans lequel l'enfant a le crâne qui est tenu. On appelle ça la déformation bilobe. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction. Les crânes qui résultaient étaient bas. On utilisait une tablette entourée de coton ou de laine posée sur la portion occipitale du crâne à l'arrière, attachée avec un bandage sur le front, probablement utilisée en même temps que les berceaux. Ce fut une déformation très commune à Paracas Cavernas. Déformation cunéiforme. Les crânes obtenus étaient coniques ou tronconiques. On a utilisé des tablettes et des ronds de bois placées sur le front et la partie postérieure du crâne, attachées avec des cordes de maintien. Très commun aussi à Paracas Cavernas. C'est sur ces crânes qu'on a trouvé le plus grand nombre de trépanations. Des formations tabulaires. Ils permettaient d'obtenir des crânes avec la partie frontale allongée et enfoncée en son milieu. L'instrument déformateur était composé d'une bande circulaire et des coussins en coton placés sur la portion frontale et la portion occipitale. Ça, c'est très fréquent à Paracas Nécropole. Et pour terminer la déformation annulaire, le résultat, ce furent des crânes cylindriques.
La compression fut circulaire, avec des rubans et bandeaux. Le grand nombre de formes obtenues laisse à penser qu'il y a eu plusieurs façons de les attacher. Bon, vous avez compris que quand on va regarder l'écran, il y en a de toutes les formes, de toutes les dimensions, et que chacun y est allé de sa méthode. Alors, hier, j'ai rajouté une diapo parce qu'on va parler des productions textiles des Paracas. Et moi, je ne sais pas où, moi je ne connaissais rien sur la façon de fabriquer un textile. Donc j'ai voulu quand même savoir de quoi il revenait là. Donc rapidement, on tond un mouton, on a un paquet de laine, c'est le 1 là. Hein. Bon, vous la lavez, vous avez un paquet de laine à laver. Après la laine, il faut la carder. Il y a des systèmes pour aérer la laine, la nettoyer et transformer ce paquet de laine en fibre, pour ainsi dire. Après, ben, avec ça, on peut pas faire de grand-chose. Il faut avoir du fil. Donc, il faut filer la laine. Hein. Pour cela, il y a différentes façons de faire, mais bon, les anciens faisaient ça au fuseau. Et puis, les fibres, ben, on fait des fibres par mise en tension de la laine. Enfin, on fait des fils à mise en tension des fibres et puis par rotation du fuseau. Il y a deux types de rotation à gauche et à droite qui s'appellent le fil Z et le fil S. Bon, j'ai au moins appris ça là. Et puis après, on arrive au métier à tisser. Vous avez un métier à tisser en haut là et en bas. Il y a deux types de fils. Le fil de chaîne qui va supporter le fil de trame. Et avec ça, vous voyez que ces tisserands-là vont faire des pièces qui font aller 1 mètre sur 1 mètre par 1 mètre, on va dire maximum. C'est ça qui m'a intéressé, c'est comment ils ont pu faire des toiles de 30 mètres, de 4 mètres de large. Il n'y a aucun métier à tisser qui fait ça. Même nos machines industrielles actuelles ne font pas ça. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus. Et ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder plus tard, quand on va parler de lignes NASCAR. Alors, les gens qui ont fabriqué ça à Paracas, c'était vraiment des gens extrêmement avancés dans l'art textile. C'était pour eux un métier très sophistiqué. Ils connaissaient toutes nos techniques et au-delà, sauf qu'ils n'avaient pas nos moyens techniques actuels, mais ils faisaient mieux que nous. Alors, on ne sait pas comment la production textile a été répartie entre les habitants de Paracas, mais vu ce qu'ils ont fait, il est clair qu'ils étaient spécialisés chacun dans son domaine. Il devait y avoir des confréries, il y en a qui faisaient qui cardaient la laine, d'autres qui faisaient le filage, d'autres qui faisaient le tissage, et ainsi de suite. Les plus gros faisceaux, un faisceau étant un fardeau, un colis qui enveloppe un mort, font environ 1,50 m de diamètre sur 1,50 m de haut. Et ils comprennent à peu près 40 textiles autour du squelette. Ce qui, selon une estimation, a nécessité 10 000 heures pour fabriquer ne serait-ce que l'ensemble des pièces pour un colis. 10 000 heures. Maintenant, je vais vous montrer j'ai cherché les plus beaux manteaux de Paracas, je vais vous les montrer. Là, vous avez une pièce tissée de longueur extraordinaire. Enfin, c'est pas celle-là, mais comme je vous disais, on a des pièces qui font 20 à 30 mètres et 4 mètres de large. Et on ne sait pas expliquer comment on a pu faire ça. Sur quel métier. En parlant encore du textile contenu sur un paquet funéraire, si on remonte au coton qu'il a fallu pour faire le paquet, les 10 000 heures de boulot, il faut 4 000 mètres carrés de champ. On est dans le désert. Comment les agriculteurs ont réalisé l'exploit de cultiver des champs immenses de coton en plein désert? La seule explication, c'est qu'à l'époque, il y a 3000 ans, ce n'était pas le désert. En tout cas, il y avait beaucoup moins de désert. La trame des vêtements praticiens, des seigneurs, des chefs, compte, moi je ne suis pas un expert, jusqu'à 400 fils par pouce carré. Il paraît que c'est énorme. Et le plus grand nombre de points au centimètre carré. Les tapis persans à côté, c'est moins bien. Sans prix historique, parce qu'on ne connaît pas le prix de ça. La valeur objective d'un de ces vêtements
dépasse plusieurs millions d'euros. On comprend le trafic des huaqueros. On comprend que les gens se tuent pour aller chercher ça et le vendre en cachette. Le tapis qui est ici, là, où on voit une espèce d'ancien, selon les experts, il a fallu 2 ans pour le faire. Alors là, c'est là que ça m'intéresse. Sur ces mantos, on retrouve les hommes volants, on en parlera après, et les monstres mythologiques alternés, tête en l'air, tête en bas, dans un quadrillage dynamique, avec les félins, les serpents, les scolopendres, les oiseaux marins, terrestres, un dieu poisson et un démon chat. Ils ne sont pas tous là, mais ce sont ceux qu'on trouve ensemble dans ces mantos. Les mantos de Paracas, ils n'avaient pas d'écriture, mais ces mantos condensent les mythes et la cosmogonie autant que les céramiques des Nazcas. Je pense que pour ces gens-là qui n'avaient pas d'écriture, leur écriture était une écriture brodée. Ils exprimaient dans leurs mantos tout ce qu'ils avaient à exprimer, d'important sur leur culture, leur savoir et ce qu'ils pensaient. Je pense qu'ils ont procédé à une véritable incarnation de leur divinité sur ces mantos. Alors là, on va aller un peu plus loin. Je vais donner quelques exemples avec mes propres interprétations. Ici, vous avez une photo d'un mantos. Moi, quand je l'ai vu, ça fait pitch. J'ai reconnu tout de suite ce qu'on appelle le squatterman. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous explique. De par le monde, dans des pétroglyphes, dans des dessins, dans tous les continents du monde, on trouve des schémas symboliques qu'on peut considérer comme des variations de l'homme squatteur ou l'homme bâton, mondialement connu, et qui a été documenté pour la première fois par un scientifique du plasma, Anthony Peralt. Ce monsieur a émis l'hypothèse qu'il y a des milliers d'années, il y a eu des phénomènes électriques dans le ciel dus à des décharges de plasma du Soleil qui ont créé des formes comme celle que vous voyez ici, là, une décharge de plasma laboratoire. Et les gens qui ont vu ça dans le ciel, ils ont fait ces dessins. Eh bien ça, si vous voulez bien, moi je trouve qu'il est représenté dans le manteau de Paracas. On a la forme d'une coupe ici, au milieu on a un tore, et en bas une cloche. Les gens qui ont vu ça, ils ont vu un dieu dans le ciel, ils l'ont représenté, et il est sur le manteau de Paracas. C'est pareil, une fois que vous regarderez la vidéo, vous pourrez cliquer sur le lien qui est ici, ça vous enverra sur mon site, et il y a à peu près 15 pages où je ne parle que de ça. Le squatterman, puisque j'en parle, ça va intéresser Damien qui veut aller à Malte. Quand on est à Malte, il y a une grotte, la grotte de Mijra Gar El Kibir, bon, on ne prononce pas très bien sûrement. Dans cette grotte, c'était en 2018, quand je suis rentré, j'ai vu des dessins au fond de la grotte. J'ai d'abord pensé que c'était un gamin qui avait fait des dessins pour s'amuser, quoi. Et puis quand j'ai vu le squatterman, parce que je l'ai reconnu tout de suite, je l'ai reconnu ici, vous voyez, je me suis dit, non, ce n'est pas des gamins qui ont fait ça. Ça, c'est le squatterman. Donc le voilà ici, le voilà à Paracas. Et si on va dans le nord de l'Amérique, les Navajos, ils ont des tapis avec le même dessin. Ce n'est pas un hasard. Vous me concéderez que ce tapis ressemble à celui-là. Ah ben, voilà. Donc toujours ce tapis, ce mantos. J'y vois autre chose. Moi, je vois ici Viracocha. Si vous regardez ici en haut, le dieu des bâtons, le dieu Wari, l'iconographie de la principale divinité de la région Wari est le dieu des bâtons. Il semblerait que ce soit la principale divinité du monde andin qui a survécu jusqu'à l'Empire Inca en changeant d'aspect, mais qui est resté inaltérable dans son essence. On l'a vu dans la stèle de Raimondi, qui est ici, là, à Chavin de Huantar, encore une autre culture précolombienne. On va exprimer toute sa force. Il réapparaît après dans les tissages de Paracas, qu'on voit ici. Ça, c'est Paracas. Dessous aussi.
l'homme aux deux bâtons. Il réapparaît dans les céramiques Wari, céramiques Nazca, et on le retrouve à Tiwanaku, sur la Porte du Soleil. Tout ça, c'est la même chose. Et tout ça, moi, je le vois dans ce tapis de Paracas. Bon, rapidement, évidemment, dans les mantos de Paracas, on va retrouver la croix andine. La croix andine, elle est dans toutes les mythologies, cosmogonies des peuples des Andes. Donc ça, c'est deux tapis de Paracas où on voit la croix andine. Et à côté, j'ai mis Tiahuanaco, la croix andine dans la pierre. Ici, pour ceux qui ont suivi ma première conférence, j'ai été intéressé par ce tissu, Paracas. Je ne sais pas si c'est un chapeau, si c'est un sac, mais j'ai cru voir une double hélice, une double spirale, et j'ai vu des escaliers. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de Machu Picchu, où on a sous l'enceinte du soleil, on a ces fameux escaliers, double échelon, on a cette double spirale et une double diagonale. Je vous ai dit qu'un chercheur péruvien est en train de découvrir quelque chose qui concerne le corps de Viracocha, avec une double spirale et le double escalier. Je pense que Paracas, ce corps de Viracocha est présent. Alors là, ça va intéresser Ludovic. J'ai cherché un peu partout dans les collections européennes s'il y avait des textiles de Paracas. Je suis arrivé au musée de Berlin et j'ai vu ces deux textiles qui sont à gauche, un en haut et un en bas, avec des petites figures bizarres, un petit bonhomme, pas très haut sur le patte, un crâne bizarre. À droite, j'ai trouvé la même chose à Paracas, et je trouve qu'il y a une ressemblance, évidemment, dans ce dessin. Ça m'a fait penser tout de suite à une photo que j'avais prise, moi, dans le musée de Lima, qui était aussi un textile de Paracas. Et il m'a semblé que tout ça, ça se ressemblait. Donc, j'ai fait des extractions de ces dessins-là. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que ces petits êtres ont de grands yeux. Ça pourrait être un crâne allongé vu de face, parce qu'on ne sait pas le représenter de profil. Je vois qu'il a un truc sur la poitrine. Pourquoi on a fait un petit dessin sur la poitrine? Ça a une importance. Et ça me rappelle tout de suite, puisqu'on est en Nazca, les momies de Nazca qu'on a découvert avec une pièce métallique incluse sur la poitrine. Alors, tout ça, c'est mon imagination, bien sûr. Mais comme mon imagination est fertile, je vous le propose. Alors, je viens de parler des momies de Nazca. À lui seul, ce sujet vaut une conférence avec l'histoire des tridactyles qu'on a trouvés dans tous les pays du monde. Donc, c'est pareil. Je vous fais des annonces. Ça peut faire une conférence. En tout cas, le sujet, je l'ai déjà traité. Pour en finir sur les textiles de Paracas, pardon. On trouve aussi des êtres mythiques qui sembleraient liés à la culture. Mais bon, c'est un peu bizarre. Là, on nous dit que ce manteau en bas, qu'on appelle le manteau de l'escalier, qui est très particulier, parce qu'il a été réalisé sur un métier à tisser avec des fils de trame et de chaînes de différentes couleurs qui sont reliés entre eux aux limites des motifs. Techniquement, c'est quand même un exploit. Les bandes latérales sont brodées dans un style bloc de couleurs, il y a des blocs de couleurs, qui est un personnage qui a été reproduit 16 fois. Debout, il est debout là, les pieds là, debout, avec le corps d'un côté, la tête de l'autre, elle est tournée vers le haut, la tête. Il porte un pagne, il porte une tunique, il a des bracelets aux chevilles, il a le visage peint, et dans ses mains, il tient ici, les deux mains, il tient une masse et un bâton. Encore un peu l'être aux deux bâtons peut-être.
De son visage sortent des appendices, 4 appendices dentelés, se terminant par des têtes coupées. Mais le fait que son corps ici ressemble à un haricot, un paillard, c'est un type d'haricot péruvien, une variété d'haricot, on nous dit qu'il représenterait un être mythique associé à la fertilité agricole. En tout cas, ces gens-là, ils avaient une imagination débridée. Alors, je vous ai parlé des êtres volants, des mantos de Paracas. J'allais pas lâcher le morceau comme ça. Donc, j'ai continué à chercher. Voilà quelques exemples. Et puis, en regardant tout ça, bon, alors d'abord, disons que cette figure elle est très représentée dans l'art textile Topara. Topara, c'est une civilisation qui a remplacé Paracas, pas Cavernas, l'autre, mais je trouve pas le mot, c'est pas grave. Donc, c'est un être surnaturel qui présente plusieurs variations. L'image montre une figure anthropomorphe, au trait félin, mais qui se déplace dans l'air. Alors, on appelle Kong avec un K. Kong était considéré comme le dieu créateur du monde par les cultures de la côte péruvienne, telles que Paracas et Nazca, qui le représentaient volant avec des masques de félin et transportant de la nourriture, des têtes de trophées et un bâton, ou avec sa tête et ses yeux proéminents, de sorte qu'il est également connu comme le dieu avec des yeux. C'est ce qu'on voit des fois sur les parois de Palpa. Ce dieu, un jour, a été vaincu par un autre dieu, Pachacamac, qui a transformé les hommes en singes, renards, lézards, et a créé une nouvelle génération d'êtres humains. Pachacamac, également fils du soleil, arriverait des terres du Nord. Il a banni Kong, il a détruit ce qu'il avait fait, il a créé une nouvelle génération d'hommes. Je trouve là une similitude avec le Mahabharata, qui nous raconte la guerre, le conflit entre deux peuples de Dieu pour dominer les humains. Bon, là, il faut aller en Inde, mais tout ça, c'est la même époque. Dans les mythologies, si des fois on fait des comparaisons de l'une à l'autre, il y a des points communs. Là, on a une guerre des dieux. Donc, je continue à chercher dans les mantos de Paracas ce fameux dieu volant. Et tout à coup, mon regard se porte sur un motif qui apparaît partout, que j'appelle le chapeau. Vous voyez ce chapeau-là? Chapeau avec quelqu'un qui est dedans, qui sourit là. Et je me dis, c'est quand même intéressant de regarder ça. Ici, vous le voyez encore. Il est là. Il est là. Et toujours un dieu qui vole. Il est là. Il est ici. Il est toujours là, il est partout. Alors, je me suis rendu compte qu'il est non pas uniquement sur les mantos, mais on va le retrouver sur les céramiques. Il est ici. C'est une vaisselle de Nazca. Iconographie d'un être mythique et religieux. Il a un diadème sur le front. Il a un pendant ici au nez. On appelle aussi ça un masque buccal. Des disques qui pendent des oreilles, on ne voit pas bien. Tous ces éléments-là, on les a retrouvés comme ornements en métal dans les plis des textiles enroulés autour des momies. Donc, c'est quelque chose d'important qui accompagne le mort dans son voyage vers les dieux. Ici, on le voit sur une céramique. Là, on le voit encore. Donc, nous avons le dessin sur les manteaux. Nous avons le dessin ou la figure sur les céramiques et nous avons des éléments en métal qui sont dans les vêtements qui entourent les morts. Et tout ça, c'est la même chose. Alors, je l'ai retrouvé aussi sur ce fameux géoglyphe qui est à Paracas. Et on voit le chapeau et la tête du gars là. Moi, j'appelle ça un chapeau. Donc, je me suis dit tout de suite, mais ça, c'est le chapeau bolivien. En effet, le chapeau bolivien, il a 2 franges en bas et 4 franges comme ça. Mais ça ne marche pas. Le chapeau bolivien, il a été inventé en 1849.
Donc ça n'a rien à voir avec le chapeau bolivien. Alors ici, vous avez une de ces pièces métalliques qui était sur les crânes des momies, qui pour moi représente la même chose que ça. Sauf que là, c'est en métal. Bon, ben alors, comme je n'ai pas de solution, pour moi, c'est ça. Alors, ici, un autre truc que j'ai remarqué, c'est que vous avez à droite un manteau de Paracas avec ce fameux dessin, hein, toujours une tête ici, et puis des espèces d'ailes. J'ai retrouvé ça sur un textile, on va y aller après, qui est dans le musée de Paracas, qui a été ramassé par le propriétaire du musée. Et sur ce textile, on verra après qu'il y a des dessins de Nazca. C'est unique au monde. C'est même pas connu. Mais non seulement il y a des dessins des géoglyphes de Nazca, je retrouve le dessin qui est sur le manteau de Paracas. Donc je me dis que les Paracas avaient déjà fait des géoglyphes. Et que ce n'est pas les Nazca qui ont initié les géoglyphes sur le plateau désertique. Ils ont sûrement continué, ils les ont agrandis, mais les initiateurs, ce sont les Paracas. De la même façon, ce dessin que je vous ai montré me fait penser encore une fois à Viracocha. On a un être qui porte un truc bizarre sur la tête. Est-ce qu'il est coiffé d'êtres hybrides, sortant d'un engin? En tout cas, il tient deux bâtons. Donc, ce dessin me ramène encore une fois à Viracocha. Et puis Viracocha, il a sur la tête encore ce fameux ovni que j'appelle maintenant. Alors là, on va faire une pause, on va s'amuser. On va essayer de rassembler quelques pièces de ce puzzle très particulier. Sur cette photo, qu'est-ce qu'il y a de vrai? Je vous pose la question, vous me répondrez, ah ben il y a un avion, en 2000 il existe. Ben oui, en 2000 après Jésus-Christ, l'avion existe, puisque moi j'ai survolé Nazca avec lui, donc je peux vous dire qu'il existe. Là, vous me croyez, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui correspond à vos connaissances, à votre vision du monde actuel, et vous ne doutez pas une seconde que je dis la vérité. Pour tout le reste que vous voyez sur la photo, la majorité des personnes, scientifiques et archéologues compris, vous diront qu'il s'agit de visions délirantes, d'imagination fertile, des pseudo-scientifiques partisans d'alien théorie. Sur les tapisseries de Paracas ou Mantos, nous avons vu que sont représentés des êtres volants, coiffés d'un objet AL. Ça existe. On peut même les dater au carbone 14, ils ont 5000 ans. Les plus anciens. Mais vous avez le droit de douter de la datation. Les mantos, ou figures de dessin, existent. Bon, vous n'en doutez pas. Mais quid de leur interprétation, de leur compréhension? Vous ne voyez pas. Peut-être que leur déchiffrement nécessite un peu d'imagination. Les céramiques, on en a trouvé. Ça, c'est les céramiques de Nazca. Ça, c'est une céramique de la région. J'ai vu dessus, on verra ça après au musée de Paracas, on voit dessus quelque chose, un dessin qui ressemble à des ovnis en formation. J'ai extrait ces ovnis ou ces dessins et je les ai rajoutés à mon dessin du haut. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai mon avion en 2000, j'ai tous ces dessins ici là et ce diadème là, je ne sais pas comment on appelle ça, sur le front là, en métal et qui se ressemble. Ce que j'ai extrait d'ici là, ben, ça ressemble aussi. Hein? Toujours une espèce d'engin avec comme un bleu au milieu, on peut dire. Hein? Et puis bon, on est au pays des momies de Nazca. Eh ben, encore une fois, je vous dis, est-ce qu'il ne s'est pas passé des choses bizarres ici? Est-ce qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, des apparitions dans le ciel d'objets insolites qui ont laissé une trace dans la mythologie des gens du coin? Est-ce qu'il n'y a pas eu des contacts? Bien. Donc là, bon, on a fait un petit aparté sur ce truc. Pour en finir sous ces fameux dieux descendants,
Je rappelle pour mémoire, pour ceux qui ne sont pas informés, c'est que ces dieux descendants, ces dieux qui volent dans le ciel, ce n'est pas que à Paracas. Si on remonte vers le Mexique, la culture huasteca nous a représenté le même type de dieux descendants du ciel. Et si on va chez les Mayas, à Tulum, on a le temple dont j'ai oublié le nom, où on voit aussi le dieu descendant. Et si on va dans le codex de Dresde, dans une section où on parle de cosmogonie, des planètes, de Vénus, ils nous ont représenté le dieu descendant. Donc, tout ça, ce n'est pas gratuit. Tout ça, ça a une origine. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette fameuse couverture de Paracas qui a été découverte par le propriétaire du musée. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est la découverte sur la liaison Paracas-Nazca au niveau de la réalisation des lignes et diverses figures sur les plateaux désertiques de la région. C'est Juan Navarro Hierro, le directeur du musée de Paracas, qui a découvert ce tissu en très mauvais état à Paracas, au Cerro Colorado qu'on a vu tout à l'heure, oublié par les pilleurs de tombes. Il nous dit, je l'ai trouvé à Cerro Colorado il y a plus de 40 ans, dans un endroit où ils jetaient leurs déchets. Cerro Colorado, c'est l'endroit où l'on a trouvé les cimetières de Paracas. Il y a beaucoup de tombes. C'est lors d'une promenade que j'ai réalisée en 1966 que j'ai trouvé cela. Et il nous raconte, je l'ai ramassé et je l'ai gardé. À cette époque, je ne connaissais pas les lignes et dessins de Nazca. Cette pièce est visible au musée depuis seulement 3 ans. Quand nous on y a été, ça faisait qu'un an qu'elle y était. C'est le seul textile au monde avec des dessins de Nazca trouvés au Pérou. C'est l'évidence que ce fut d'abord les Paracas qui ont fait les lignes. D'ailleurs, Maria Reis, la grande spécialiste de Nazca, en parle aussi dans ses études. Elle nous dit que certaines figures ont été faites par les Paracas. On va donc conclure que quand les Nazca se sont établis à Nazca, il y avait déjà une partie des lignes et des dessins. Je pense que cette découverte était exceptionnelle. Elle mériterait que les archéologues du monde entier s'y intéressent. Eh bien non, il n'y a personne qui va voir ce monsieur, il n'y a personne qui s'intéresse à cette découverte. Nous, on va s'y intéresser et on va regarder de plus près ce tissu et rechercher les dessins de Nazca que j'ai mis à côté. Alors, l'astronaute, oui ou non, vous me direz si vous le voyez. Bon. Le condor, pourquoi pas. Le cachalot, là, ouais, là, je pense qu'il y a le cachalot. Vous avez en haut, à gauche, le brodage sur le textile. Vous avez en bas le dessin, le géoglyphe sur Nazca. Et en haut, à droite, vous avez une poterie Nazca, on appelle ça un huaco, qui représente ce cachalot. Je pense qu'il y est le cachalot. Là. Alors, le candélabre, le fameux candélabre, le chandelier, ben oui, il y est là. Hein. On le voit bien. Le scorpion, un peu plus difficile à voir, mais bon, on voit les antennes du scorpion là, on voit le corps qui remonte vers le haut, oui, il y a le scorpion. Alors là, c'est moi qui continue à chercher, donc là j'ai trouvé un oiseau avec une fleur dans le bec. J'ai trouvé un oiseau avec un poisson dans le bec. Là, j'ai trouvé des oiseaux en formation. Là, j'ai trouvé une main qui tient quelque chose, mais ce qui tient, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des branches, des armes, des aliments? Mais cette main, je la retrouve dans le manteau, ici. Vous voyez la main en bas qui tient la même chose? Donc tout ça est lié. Là, je vais vous faire part d'une découverte personnelle. En tout cas, ce que moi je considère une découverte. Ça n'engage que moi, bien sûr. Vous avez ici la photo de l'astronaute que j'ai prise. Je suis dans l'avion qui est sur la photo. Là. Je prends la photo de l'astronaute et je rentre chez moi tranquille.
Et plus tard, des mois plus tard, je regarde mes photos. Alors l'astronaute, c'est comme ça qu'on nous le représente. S'il est pris de face, il y a une arête ici qui cache le derrière. Donc il y a une main qui monte, qui s'arrête là. Et on nous dit, il nous fait coucou, il nous fait bonjour. Jusqu'à présent, moi, quand on m'expliquait ça, ben oui, je dis pourquoi pas, il nous fait bonjour. Puis après, j'ai pris ma photo. Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est la lumière rasante? En tout cas, ma photo, elle est prise des deux côtés de la montagne. Et j'ai vu tout de suite ici, et il y a des lignes qui descendent d'ailleurs, j'ai vu ici quelque chose qui a attiré mon attention. J'ai agrandi ça, on ne voit pas très bien, mais je vous assure, il y a deux cercles. Il y a un cercle qui est ici, un cercle qui est là. Ces deux cercles, ils ont le même centre, vérifié au compas. Et j'ai vu des bouts de cercle en haut, ou des plumes, et il m'a semblé voir une tête là. Il y a une tête. À partir de là, je regarde ici, il y a une tête, ici il y a la poitrine d'un oiseau, et là je vois des plumes. Il y a un truc qui monte là, c'est le corps de l'oiseau, il y a les plumes derrière, je vois un oiseau. Et je me dis, bon, mais tu vois un oiseau, mais l'oiseau, il n'y est pas. Hein. Mais est-ce qu'il y a un oiseau au Pérou qui pourrait ressembler à ça? Alors j'ai cherché. J'ai trouvé un oiseau dans l'Amazone, c'est l'oisin huppé, que vous voyez ici, qui a effectivement des plumes qui montent sur la tête là, qui ressemblent à ma tête là. Et il a un corps ici qui ressemble au corps que je vois là. Et ça, les gens ne le voient pas parce que c'est de l'autre côté de la montagne. Alors, dans ma première recherche, c'était il y a un an, j'en étais arrivé là, j'ai publié ça, il n'y a personne qui a réagi, ils ont dit encore un huluberlu qui raconte n'importe quoi, sûrement. Et puis bon, j'allais faire donc cette conférence, j'ai repris mon dessin là, et il ne m'a pas satisfait. Parce que j'avais mis un sac à dos sur le bonhomme, là, j'ai dit, bon, un sac à dos, c'est ridicule. Si c'est vraiment un astronaute, il a autre chose à foutre qu'avoir un sac à dos. Et donc, j'ai repris ma photo, j'ai regardé encore, et là, j'ai vu autre chose. J'ai vu que cet être qui est ici, il y en a un autre à côté. Il y a deux yeux ici. Il y a un corps, je vois une jambe ici, un pied là, une jambe ici, et cette main qui est cachée de l'astronaute tient la main de quelqu'un. Et j'ai vu qu'il tenait la main de quelqu'un derrière. Donc maintenant, j'appelle ça, pour moi, l'énigme résolue. On a un type là qui est un crâne allongé, parce qu'on ne sait pas représenter un crâne allongé de face, donc on fait le crâne tel qu'il est dessiné. Il tient quelqu'un par la main qui pourrait être un humain, et pour simuler qu'il s'envole et qu'il veut s'envoler, il tient un oiseau. Alors, vous en pensez ce que vous voulez. Mon interprétation n'est pas plus mauvaise ou plus bonne que les autres. Voilà un petit peu la photo telle que je la vois maintenant. Alors, Nazca, on va arrêter d'en parler, ce n'était pas le sujet aujourd'hui, mais j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai réuni toutes les théories qui ont été émises depuis 20 ou 30 ans. J'ai appliqué ma façon de réfléchir. J'ai éliminé ce qui était, de mon point de vue, non acceptable. Et je pense que dans une prochaine réunion, je vais vous démystifier Nazca. J'ai trouvé la solution. Enfin, j'ai trouvé ceux qui ont trouvé la solution. On revient à nos moutons, on revient à Paracas. Donc là, il faut qu'on fasse un petit peu d'étude des os, parce qu'autrement, quand on va aller au musée, on ne va rien comprendre. Donc, en haut, vous avez un humain, un crâne humain. J'ai photographié ce crâne chez mon médecin généraliste. Là. En bas, vous avez un crâne de Paracas. Bon, la différence la plus notable que tout le monde connaît maintenant, c'est que nous, on a un crâne qui est rond. Hein, et en haut, vous avez un crâne qui est ovale. Ceci étant dit, je trouve moi que ça ne se ressemble pas du tout. Hein. Ce n'est pas la même personne pour moi, ça. Hein. Voilà, pour bien préciser ce que je dis, le crâne normal, il va toujours rentrer dans un cercle. Le crâne allongé, par déformation ou pas, il sera plutôt dans un ovale. Parlons des sutures.
un crâne normal, vous et moi, nous avons un os frontal, deux pariétaux réunis par la suture sagittale, et nous avons derrière un os occipital qui forme la liaison lambdoïde de lambda. Donc ça, c'est un crâne humain normal. La photo que j'ai prise sur mon dessin, vous avez effectivement les deux sutures des pariétaux sur l'os frontal, la suture sagittale, on ne voit pas bien ici, mais on voit mieux ici, la suture lambdoïdienne ou lambdoïde. Ça, c'est un crâne humain normal. La même chose sur un crâne de Paracas. Ce qui est souvent le cas, c'est que les crânes de Paracas, les crânes allongés, n'ont pas de suture sagittale. Là où j'ai mis un point d'interrogation, il n'y a pas de suture. Et ils ont par contre derrière un os occipital. Ils ont souvent ces deux petits trous à une position que nous, on n'a pas. On ne sait pas ce que c'était. Bon, il y avait des nerfs qui passaient par là. L'os occipital, très rapidement, si vous regardez les photos, dans tous les crânes qu'on a trouvés, ça varie de l'un à l'autre. C'est comme si on était en train de faire des manipulations génétiques et que tous les 4 jours, il y en a un qui est différent. Normalement, une évolution génétique ne se fait pas en 100 ans, ça se fait en 1000 ans. Et là, on a des os occipitaux qui changent de jour, ils sont tous différents là. Alors, les anomalies physiques des crânes de Paracas. Sur les photos du haut, vous retrouvez la forme allongée du crâne qui s'inscrit dans une ellipse. La photo 1, nous voyons la trace d'une suture crânienne pour la plaque frontale, ici. Photo 2, suture occipitale derrière, mais on voit plein de petits os ici, je ne sais pas si vous voyez bien, là, plein de petits os là, qui n'existent pas sur un crâne humain normal. Par contre, on trouve ça sur des crânes Inca. Et d'ailleurs, on appelait ça l'os Inca. De là, il se pourrait qu'à la fin de la culture Paracas, puisqu'elle a disparu, il y a eu un transfert des gens de Paracas vers Cusco, vers l'Empire Inca, qu'il y a eu un mélange avec les gens de la région, et on trouve chez les nobles Incas des gens qui avaient les cheveux roux, comme à Paracas, la peau blanche et les yeux verts. C'était un signe distinctif de la noblesse Inca. Et ces gens-là étaient aussi de grande stature. La photo 3, ça c'est un crâne qui a été formé avec deux formes bilobées, là, mais il n'a pas de suture sagittale non plus. Il est en forme de cœur. Et sur la photo 4, c'est ce qu'on appelle le foramen magnum. C'est l'endroit où la colonne vertébrale vient pénétrer dans le crâne. Dans ces crânes allongés, ce foramen magnum est beaucoup plus à l'arrière du crâne, comme pour mieux compenser ou équilibrer le poids du crâne. Ce qu'on n'a pas dans un crâne humain. Et vous pensez bien qu'un crâne humain d'enfant, même si on le modifie, on ne va pas transférer le foramen magnum en arrière, parce qu'on va l'étrangler et le tuer. Donc ça, ce sont des caractéristiques physiques qu'on peut appeler anomalies des crânes de Paracas. Bon, là, c'est encore une séquence de photos dans tous les sens de rotation. En haut, un crâne humain, en haut, un crâne alors là, on appelle ça déformation standard, puisque c'est la plus classique avec ce crâne allongé vers l'arrière. Il y a un dénommé Marc Laplume, qui est un monsieur qui s'est spécialisé dans la reconstitution de crânes, de figures de crâne allongées à partir des crânes. Donc ça donne un petit peu l'idée comment ces gens-là étaient de leur vivant. Alors, comme je vous l'ai dit, les crânes allongés ne sont jamais abordés autrement que par le bandage de la tête. C'est une rengaine à laquelle on n'échappe pas. Mais il y a aussi des gens, je ne parle pas seulement de chercheurs, qui prennent conscience des mensonges empilés que l'on nous a fait ingurgiter depuis le début. Il y en a beaucoup qui voient des preuves d'anomalies, comme on a vu dans les crânes, et ne s'en laissent pas compter sur le dogme de la modification crânienne. C'est devenu un dogme. Ça a été modifié, ça a été modifié, ça a été modifié.
des gens comme Brian Foerster, j'en ai parlé, Lloyd Pye, qui est décédé de façon étrange il y a quelques années, là. Graham Hancock, que vous connaissez sûrement, sans oublier Michael Cremo, il faut lire ce livre, ils examinent et enregistrent les preuves plutôt que les histoires fabriquées par les premiers chercheurs. Ce qu'il faut, c'est de continuer à se poser des questions. Interpréter un crâne déformé comme médicament le résultat d'un bandage, c'est devenu la norme, mais la réalité, c'est que, allez, je ne dis pas 100%, mais 99% des gens qui en parlent n'ont jamais eu un crâne allongé dans leurs mains. Brian Foerster, que vous connaissez peut-être, habite à Paracas, il est copropriétaire du musée, il a fait analyser les crânes de Paracas, il peut en parler, lui. Alors, puisque je parle de Brian Foerster, je ne sais pas si là ça peut être un peu lourd tout ça, mais bon, encore une fois, ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas ma spécialité l'ADN, mais grosso modo, on peut tracer nos origines par l'analyse de notre ADN. Il y a une caractéristique génétique qu'on appelle le haplogroupe, c'est soit les chromosomes Y, soit les chromosomes de l'ADN mitochondrial, l'ADN de la mère. On peut employer les deux pour définir et tracer les populations génétiques. Tout ça pour dire que, je vous laisse lire, mais que Brian Foerster a pris 18 crânes qu'il avait dans son musée, crânes qu'on a vus avec des miens d'ailleurs. 12 ont donné des résultats exploitables. Ça a été fait à l'université Lakehead au Canada et à l'UCLA de Californie. Alors il faut savoir que 100% des natifs américains sont haplogroupe A, B, C et D. Prenez-le comme ça, je ne suis pas spécialiste. 4 crânes allongés parmi les 12 étaient haplogroupe B. Donc, ils avaient une partie du natif américain dans leur patrimoine. 4. Mais tous les autres étaient U2E, H1 et H2. Ce type de haplogroupe n'existe pas en Amérique. On le trouve uniquement entre la mer Noire et la mer Caspienne, dans les montagnes du Caucase. C'est très intriguant, parce que les cheveux roux, la peau blanche et les yeux verts, c'est commun au Caucase. Et cela semble correspondre au crâne allongé de Paracas. De là, on peut imaginer qu'il y a environ 3000 ans, les ancêtres de Paracas ont décidé de quitter cette région et sont partis vers le sud à travers l'Irak, l'Iran et le Golfe Persique. On ne sait pas comment, mais ils ont navigué vers l'est, ils ont trouvé leur route vers le Pérou, en passant par Hawaï ou la Nouvelle-Zélande, on ne sait pas, et ils seraient arrivés dans la baie de Paracas. Il n'y avait personne, c'était un désert, ils ont décidé de s'installer et ils ont développé une grande culture. C'est peut-être le début de l'explication. Donc, grâce aux travaux de Brian Foerster, on peut lier les gens de Paracas à des gens qui ont vécu à la même époque entre la mer Noire et la mer Caspienne. C'est quand même un grand pas en avant. Il faut dire aussi que les crânes les plus allongés, les plus longs, pardon, ont été trouvés à Paracas. Mais il se trouve aussi que les deuxièmes crânes les plus longs, ils sont en Crimée. Et ils sont eux aussi vieux de 2000 ans, dont l'époque est très similaire. Il y aurait une étude à pousser pour vérifier effectivement la concordance de ces deux éléments. On trouve aussi une grande similitude entre les textiles de Paracas et ceux de Crimée. Est-ce que la connaissance des textiles de Paracas ne proviendrait pas alors de Crimée? Voilà pour les études qui ont été faites par Brian Foerster. Et là, on va arriver enfin, et après on aura fini, on va arriver dans ce fameux musée de Paracas que nous avons eu la chance de visiter en 2018. Alors, bon, Paracas est la capitale du district de Paracas, dans la région de Ica, au Pérou, ville portuaire spécialisée dans le tourisme. Paracas sert de point de départ pour les excursions aux îles Ballestas, où on voit toute la faune dont j'ai parlé, la réserve nationale de Paracas.
Dans ce périmètre, on trouve aussi le fameux candélabre, où on peut le visiter, on y va depuis la mer. Quelques photos de la faune du coin, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, on arrive au musée de Paracas, et là, vous allez, là des crânes, vous allez en voir. Ce musée de Paracas est le seul musée où on peut voir autant de crânes déformés et différents des crânes normaux de l'Homo sapiens. Ce musée n'est pas inclus dans les circuits touristiques officiels. C'est un petit musée abandonné. C'est là une grave lacune qui prouve que les circuits touristiques ne s'intéressent pas forcément à donner à découvrir ce qui n'est pas d'explication par l'archéologie officielle. Ce musée devrait être connu, car il est très important d'explorer les mystères qu'il garde, des civilisations qui nous ont précédés et du savoir perdu des anciens. Bon, ces crânes font l'objet, comme je l'ai dit, de recherches par des gens comme Brian Forster. Je vous ai expliqué ce qu'il a trouvé récemment. Alors, on va demander à Juan Navarro de nous guider. On va lui poser des questions et il va nous répondre. Alors, Monsieur Juan Navarro, pouvez-vous nous raconter l'histoire de cette découverte? Pouvez-vous nous guider à travers votre musée et nous raconter l'histoire des pièces exhibées? Eh bien, il nous dit, dans ce musée, il y a 5 cultures qui se sont développées ici, à la province de Pisco. D'abord, on a la culture Paracas, entre 800 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ, qui a connu son apogée entre 600 avant Jésus-Christ et 400 après Jésus-Christ. Donc, il y a 2 vitrines avec les crânes de Paracas. Après, il nous dit, c'est la culture Nazca, entre 200 et 600 après Jésus-Christ. Elle est très connue, surtout pour ses géoglyphes, en volant à côté. Puis la culture Wari, à peu près de 500 à 1000 après Jésus-Christ. Quand on était à Lima, on a visité, des membres de souvenir, la Huaca Puclana à Miraflores, c'est en pleine ville. Bon, je me suis informé, j'avais oublié, mais c'est une Huaca, c'est une pyramide avec des briques d'argile, des millions de briques d'argile. On se demande comment ils arrivaient à faire ça. Ça, c'est la culture Wari. Après, il y a eu la culture Chincha, évidemment la culture Inca. Toutes ces cultures se distinguent à travers leur céramique qui est souvent différente. Alors là, j'ai un petit dessin qui situe un peu toutes ces cultures. Je voulais vous situer, donc, ici c'est le 0, hein, donc on a Paracas qui est à cheval avec Nazca, la culture Cavernas, la culture Nécropolis. Je dirais que ce dessin de la position des cultures est sujet à caution. Même les gens là-bas, il y en a tellement eu de cultures qui sont recouvertes les unes aux autres qu'on ne sait pas trop. Parce que parfois, on nous situe la culture de Pumapunco ici après Jésus-Christ, alors que pendant ce qui la situe au moins 14 000 ans. Bon, tout ça, c'est sujet à caution. Ce qui est certain, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que les Paracas et les Nazca, tout ça, il y a eu une période de recouvrement. Ils se sont fait la guerre. On pense que les Nazca ont tué les Paracas. Ce n'était pas une période très agréable certainement, mais c'est les Nazca qui sont sortis gagnants. Bon, dans le musée, on voit la photo de Tello, là. Hein. Je passe, on voit à côté les couteaux en obsidienne qui ont servi à faire les trépanations. Les trépanations, on ne va pas trop en parler aujourd'hui, c'est encore un sujet, on pourrait en parler des heures. C'est quand même très bizarre, cette histoire de trépanation qui n'est pas propre au crâne de Paracas, mais qu'on a trouvé un peu partout. Il y a des gens qui se sont fait trépaner plusieurs fois dans leur vie, c'est quand même très bizarre. Alors on nous dit qu'ils opéraient à cause des conflits armés, parce qu'avec les porras qu'on voit en bas, ils se mettaient des coups de porras sur la tête, là, ils se fracassaient le crâne, et après, après la bataille, il fallait essayer de réparer tout ça. Donc, on trépanait les gens pour sortir les petits bouts d'os, là. C'est une explication, mais à mon avis, ce n'est pas la seule. Puisqu'on a trépané des femmes. Bon, est-ce que les femmes étaient des guerrières? Je ne sais pas. Voilà les armes de combat. Évidemment, tout ça, un coup sur la tête,
Ça ne doit pas faire du bien. Voilà un crâne qui a été trépané, photo que j'ai prise au musée de Lima. Intéressant parce que ce monsieur, il a survécu. On lui a fait un grand trou dans la tête, même deux d'ailleurs. Et on lui a mis une pastille d'or collée sur son crâne. L'os s'est refait, il a survécu, il a gardé une incrustation en feuille d'or. Là, on est dans le musée, dans les vitrines, vous voyez tous ces crânes trépanés là. Alors, on nous dit qu'on opérait les sinusites, les tumeurs cérébrales, qu'on trépanait les gens quand ils avaient mal à la tête, pour des symptômes de folie. On ouvrait le crâne pour extraire les mauvais esprits. Là, vous avez des images de crâne trépané. Alors, les trépanations, il y a de plusieurs types. Là, on nous dit que c'est un crâne raclé. On a raclé le crâne en enlevant des petites couches jusqu'à faire une perforation. Là, on a un crâne raclé et le crâne à gauche, l'os s'est régénéré. Donc, encore un individu qui s'est fait racler le crâne et qui a survécu à l'opération. Là, le crâne, on dit qu'il est scié. Bon, je ne sais pas s'il est scié, mais peut-être bien. Là, il est perforé. Là, je vois davantage, effectivement, on dirait qu'il y a un petit forêt qui a percé le crâne. On voit bien ici, un crâne perforé. Là, on nous dit que c'est le crâne d'un fou. J'en sais rien pourquoi il était fou. On nous dit que les fous, on faisait plusieurs petits trous pour faire partir les mauvais esprits. Là, on a un crâne déformé avec un trou sur la tête. Ici, là, on peut dire qu'effectivement, c'est suite à un jet d'armes sur le front, possiblement une macana de pierre de forme circulaire. Si un humain reçoit un coup si fort sur la tête, ben, certainement son cerveau va avoir une inflammation. Donc là, ils ont fait un trou derrière pour faire sortir l'inflammation. Encore un crâne raclé. Un crâne normal. Bon. On revient à la comparaison des crânes. Là. Un crâne normal préandin qui a 4 os. Sur la partie centrale, il y a un frontal, deux pariétaux, un occipital, comme nous-mêmes. Donc, dans la partie supérieure, il y a 4 os. Ici, vu de derrière, les deux os pariétaux et l'os occipital. Mais là, on trouve des crânes qui n'ont pas 4 os, ils n'ont que 3. Il y a un frontal, il y a un seul pariétal, il n'y a pas la suture sagittale, et un seul occipital. Les trous sur les crânes dont j'ai déjà parlé. On trouve des crânes avec 5 os. 1, 2, 3 en haut, et 2 derrière, un ici et 2 là. Donc là, il y a 2 os, dont le celui-là on appelle le supernumerario, ou os inca. Donc nous on a 4, celui-là il en a 5. L'os interpariétal ou os inca, je vous le montre là. La présence de cet os interpariétal ou inca a été vérifiée sur 23 cas sur 83 crânes trouvés au Chili dans une fosse, dont la fréquence de cet os est de 30%. Cet os va disparaître, on ne sait pas pourquoi. On voit ici, il est tout petit. Donc là, il était tout gros. Là, il est encore moyen. Comment se fait-il que cet os change de taille en si peu de temps? Ici, on a un crâne arrière plat et droit. Encore des crânes, à gauche, crâne de lobe plus large, au milieu un crâne tubulaire, et à droite un crâne cunéiforme, ou dolicocéphale, avec des formations vers l'arrière du crâne. Le troisième, à droite, vient d'une caverne, qui est l'époque la plus ancienne. On a des crânes qui ont 2 os frontaux, au lieu d'un seul.
Là, on a trouvé un crâne, on a pu identifier qu'il avait des mélanomes. Il est mort d'un cancer des os. Alors là, on revient sur l'autre sujet, là. Il y a des céramiques dans ce musée-là. Et le propriétaire du musée, il a posé à côté des photos d'OVNI, objets volants non identifiés. Et il nous dit que bah, ces céramiques de lenticulaire pourraient, d'après lui, représenter des ovnis. Alors, on lui a posé la question, est-ce que les archéologues vous parlent de ça? Il nous a répondu, les archéologues, ils ne viennent pas dans mon musée. Ça, c'est mon point de vue. Je n'ai pas pu échanger avec qui que ce soit sur ce sujet. Elle a pu échanger avec nous, en tout cas. Donc là, il y a une céramique que vous avez déjà vu tout à l'heure. C'est lui qui nous dit, mais voyez, j'ai une photo de prise en Allemagne, là, où il y a deux ovnis en formation. Et quand j'ai vu cette céramique, Nazca, j'ai pensé que c'était des ovnis. Je les ai sortis, je les ai mis à côté. Bon, pourquoi pas? En tout cas, tout est possible. De la même façon, il nous dit, culture Chincha, c'est la culture qui a succédé au Nazca, là. On nous dit, les archéologues, ils ont dit que ça c'était une casserole en forme de fruit. Lui, il dit, moi je vois ici une représentation d'une soucoupe volante, d'un ovni, avec les lumières dessous. Et moi je rajoute que ce que je vois en haut ici, ça me fait penser à une aile volante. Toujours, d'après lui, des représentations d'ovnis sur céramique. Alors, évidemment, ce ne sont que des suppositions personnelles. À chacun de vous d'y apporter crédit ou pas. Dans son petit musée, il nous a montré une petite pierre qui, d'après lui, représenterait un crâne allongé. Et il nous a fait remarquer qu'en regardant bien dans la bouche, on voit des petites dents en pointe. Alors, on lui a posé la question, d'où vient cette pierre? Voilà, c'est encore un crâne allongé. Il raconte l'histoire d'un pèlerinage d'un prêtre avec ses fidèles traversant le désert de Ica jusqu'à Pisco. Les fidèles étaient assoiffés, le prêtre a creusé un promontoire et l'eau a surgi. C'est là qu'il nous dit, un archéologue m'a aussi dit, qu'à Pozo Santo, c'est ce fameux endroit où l'eau a surgi de façon miraculeuse, il y a une ligne qui se développe à travers la plaine et les montagnes. On y trouve aussi des figures de type de lignes de Nazca. Et il nous dit, il y a un chercheur, le seigneur Sender, qui a regardé, il s'est rendu compte qu'il y avait un couloir d'OVNI entre Paracas et plusieurs kilomètres vers l'est et qui passe à cet endroit. J'ai noté ça parce que on ne va pas parler aujourd'hui des problèmes des ovnis au Pérou, mais Dieu sait qu'il y a de quoi en parler. Mais c'est un peu là où je vais terminer ma conférence, en ouvrant une porte sur les ovnis du Pérou pour éventuellement une autre conférence. Alors, je n'ai pas voulu vous surcharger parce que c'était un peu lourd tout ça, avec tous ces os-là. Hein. Mais je pense que c'est bon de dire que c'est la fin de la conférence. Et je vous dis place aux questions s'il y en a.